Bonjour. Radio X. L'original. Marceau. Le soir. Avec Marceau. Radio X. 8h14, on est un petit peu en retard, mais c'est pas grave. Christian Page est là. Salut Christian. Salut. L'enquêteur du paranormal était de passage à Québec en fin de semaine. Je pense que c'était samedi. Tu étais à l'Université Laval pour donner ta conférence. Comment ça a été? Ça a été très bien. Écoute, la conférence était, la thématique était les grandes énigmes de l'histoire, deuxième partie. Ouais. Et écoute, ça a tellement bien été qu'on a étiré ça jusqu'à minuit. Hein? C'est bien, oui. Donc, la conférence s'est terminée aux alentours de 10h45 à peu près, parce que mes conférences, faut bien l'avouer, là, je suis dans le style généreux. Fait que ça, c'est assez long, mais donc la conférence est terminée vers 10h45 et écoute, ensuite je suis resté en salle à discuter avec les gens, puis on a fermé ça, il était à peu près minuit, là, tu sais, là. Fait que ça te donne un peu une idée, mais c'était vraiment une belle soirée, les gens, je pense que les gens ont bien apprécié, puis ça a été bien fun. T'as-tu posé des questions sur tes chroniques à la radio? Oui, bien évidemment, quand je demande aux gens en salle qui sont ceux qui, dans la région de Québec, me connaissent pour mes chroniques à Marceau le soir, ben écoute, je te dirais qu'on a un 90% de la salle hein, qui sont là et qui sont des assidus et les gens m'en parlent. Tu sais, c'est évident que je ne peux pas nier l'impact de ma présence à Marceau le soir sur la présence des gens en salle. Ce serait malhonnête de le nier. Ben, un gros merci aux gens d'être là puis de participer, puis un gros merci à toi encore une fois d'être avec nous autres à chaque semaine. Hey, t'écris dans le summum, toi, là? Oui, effectivement, j'écris dans le summum. Tu sais, ça va faire bientôt, peut-être 2 ans et demi maintenant que j'écris dans le summum. Quand tu m'as appris ça, j'ai eu le même réflexe, en fait. Ah ouais, il y a des... Parce que moi, on m'avait dit, Yann, t'as-tu remarqué, il y avait un bon article en fin de semaine dans le Playboy? J'ai dit, ouais. Dans le Playboy, il y avait un article. Moi, j'ai pas vu d'article. Pas vu ça, ben. Non. Toi, t'es dans le summum. Oui, c'est ça. Moi, ça fait quand même pratiquement, comme je te dis, à peu près 2 ans que j'écris dans le summum. Ouais. J'ai une chronique qui s'appelle Page anormale, hein, une page anormale, mais page anormale avec un jeu de mots un peu sur mon nom. Et écoute, ce sont des sujets des sujets qu'on discute en ondes là, régulièrement, un phénomène étrange, mes énigmes de l'histoire, ce genre de trucs-là. Puis moi, honnêtement, et là, les gens diront, ben oui, mais là, il prêche pour sa paroisse. Mais c'est vrai que quand je regarde le summum, bien sûr, tout le monde, dès qu'on parle du summum, la première pensée qu'on a, ce sont ces filles en tenue légère là, qu'on retrouve dans le magazine. Mais somme toute, moi je trouve que c'est un bon magazine masculin. T'sais, on réinventera pas la roue là, de toi à moi, là, Yannick. Là, si tu veux faire un magazine qui s'adresse à un public masculin, ben fais pas des fiches cuisine puis des conseils de mode. Là, exact. Ça marchera pas. Là. Si tu veux t'adresser à un public masculin, évidemment, le fait qu'on trouve des filles en petite tenue, ça peut toujours se discuter, mais quand tu regardes dans l'ensemble les articles qu'on retrouve là-dedans, t'as des articles sur les jeux, t'as des articles techno, t'as des articles sur le sport, t'as des articles des opinions, et bon, il y a mes articles, bien sûr, sur les phénomènes étranges. C'est un bon magazine qui sait s'adresser à un public masculin, hein. On connaît la cible et on sait comment l'atteindre. Bon, évidemment, je comprends que des puristes ou des féministes extrémistes diront ah oui, mais il y a encore on exploite les femmes, puis il y a des femmes encore en petite tenue, puis tout ça. Ben là, évidemment, c'est une question de moralité puis une question de choix, tu sais, mais bon, moi je peux t'assurer que si tu fais un magazine masculin avec des fiches cuisine puis des recettes de mode, ça marchera pas. Puis dans ton prochain article qui va paraître dans quelques jours, là, ça va être quoi ton sujet? Je sais qu'au cours de l'été, là, parce qu'évidemment, on est toujours à 2-3 numéros d'avance, mais ouais. Je sais que ce qui s'en vient, un article sur la disparition d'Amelia Earhart, dont on aurait retrouvé les os quelque part dans le Pacifique Sud et qui aurait été finalement identifié par un anthropologue. Et j'ai un article également sur l'homme congelé du Minnesota, donc une énigme qui aujourd'hui en est à son 50e anniversaire. Et encore, il y a des débats là-dessus. C'est-à-dire que pour te situer un peu dans le contexte, on est en décembre 1968. On a un forain qui exhibe une créature mystérieuse. Hein, il va de foire en foire. Il exhibe cette créature qui est comme coincée dans un bloc de glace, dans une gangue de glace.
Et il prétend, lui, qu'il s'agit d'une espèce d'homme préhistorique qui aurait été trouvé flottant sur la mer dans un bloc de glace. Soit il change un peu l'histoire, soit par un baleinier japonais, soit par un baleinier russe. Mais quoi qu'il en soit, lui se retrouve éventuellement comme le gardien de la relique et il la présente dans les foires. Et puis en décembre 1968, par un concours de circonstances, 2 zoologues vont se rendre chez lui pour analyser la chose en question. Et là, évidemment, les conditions sont excessivement difficiles parce que l'homme en question, le gardien de la relique, un dénommé Frank Hansen, n'accepte pas, il ne veut pas, parce qu'il dit bien qu'il n'est pas le propriétaire de la chose, donc il n'est pas autorisé à ouvrir le congélateur, si je puis dire, dans lequel la créature se trouve. Là, essayons d'imaginer, là, pour les gens qui nous écoutent, un espèce de gros congélateur dont le dessus serait vitré. La créature est là-dedans. Donc, lui, il n'est pas autorisé à l'ouvrir. Et bien sûr, les deux zoologues, et je te parle ici de 2 zoologues professionnels, là, pas des gars qui se sont improvisés des zoologues, là. Deux zoologues, dont un d'entre eux est considéré comme l'un des plus grands primatologues au monde, un type qui s'appelle Bernard Ruvelmans. C'est un Belge. Il est de passage aux États-Unis à ce moment-là. Et quand on utilise l'expression cryptozoologie, qui signifie l'étude des animaux mystérieux et inconnus de la science, hein, comme le monstre du Loch Ness, le Yéti et autres animaux du même acabit, là, c'est ce Bernard Ruvelmans qui est l'inventeur de ce terme. Mais bon, cela étant dit, c'est un zoologue et un spécialiste des primates. Il est de passage aux États-Unis et avec un autre type, dénommé Ivan Sanderson. Ils entendent parler de ça, ils se rendent sur place et pendant quelques jours, ils vont analyser la créature en question. Ils vont ressortir de là persuadés que ce qu'ils ont sous les yeux est réellement un spécimen fait de chair et d'os. Et voilà que les choses vont se compliquer. Pour pouvoir avoir accès à la relique, ils vont faire une plainte au FBI. Le FBI va s'en mêler. Frank Hansen, le propriétaire de la relique, va prendre panique. Il va disparaître un certain temps. Et lorsqu'il réapparaît, il annonce que la créature qu'il exhibe maintenant n'est rien d'autre qu'un mannequin en latex qui est conservé dans un bloc de glace. Oh. Et là, évidemment, on se pose la question, est-ce qu'il y a eu une véritable relique qui a eu substitut entre, à un moment donné, la vraie relique et la créature de caoutchouc, de latex? Est-ce que les 2 zoologues ont été simplement dupés par une créature en latex? Tout ça est un grand débat qui perdure depuis maintenant 50 ans. C'est l'affaire de l'homme congelé du Minnesota. Et ça, c'est un article à venir là, très bientôt dans le Summum sur cette énigme où j'explique un peu tous les aléas de cette histoire-là qui est tout à fait fascinante et qui perdure, là, comme je te le dis, qui est encore un événement qui se discute dans les milieux là, intéressés par la cryptozoologie, donc l'étude des animaux mystérieux et inconnus. Dans la chronique de Christian Page de cette semaine, on parle du MH370, encore une fois? Oui, écoute, j'allais te dire, c'est une nouvelle théorie, mais qui en fait est une vieille théorie qu'on nous ressort finalement. Ça s'est passé il y a quelques jours à l'émission 60 Minutes. Hein, en fait, l'équivalent 60 Minutes en Australie, où on avait réuni un groupe d'experts pour parler justement de la disparition de ce vol MH370. Bon, je rappelle pour les gens qui nous écoutent un peu de quoi il est question ici. Le MH370, c'est cet avion de la Malaysia Airlines, qui est un Boeing 777, qui est disparu dans la nuit du 8 mars 2014 avec 239 personnes à bord. Et ce que l'on sait, historiquement, on sait que l'appareil a quitté l'aéroport de Kuala Lumpur. Il faisait une liaison Kuala Lumpur-Pékin. Et quelques minutes après son départ, au moment où l'appareil quittait la couverture radar de l'aéroport de Kuala Lumpur, le pilote a dit, bonne nuit Kuala Lumpur. On y répond, bonne nuit, vol MH370. Et puis, merci, bonsoir. Ce que l'on sait à ce moment-là, quelqu'un à bord de l'appareil, parce que ça ne peut se faire que manuellement, là. Quelqu'un à bord de l'appareil a coupé les balises de transmission de l'avion. Et là, j'explique tout de suite ce détail-là. Les gens ont souvent tendance à penser ou à croire que les radars des aéroports transmettent de manière visuelle ce qui vole dans le ciel. C'est pas tout à fait ça ce qui se passe. Les avions commerciaux sont munis d'une balise de transmission qu'on appelle un transpondeur qui se trouve dans la queue de l'avion. Et ce transpondeur envoie des informations télémétriques que le radar transpose sur l'écran. Donc, ce que le radar capte n'est pas ce qui est dans l'air. Il capte en fait les informations du transpondeur.
Et lui, le radar le situe, le localise sur un écran. Et ces informations-là sont l'identité de l'avion. Hein. Je suis le vol MH370, je vole à telle altitude, je me déplace à telle vitesse et je suis telle ou telle direction. Donc, ce sont ces informations télémétriques qui sont transmises de manière continue, qui sont captées par les radars et retransposées sur un écran. La coupure de cette information-là, l'arrêt du transpondeur ne peut se faire que de manière manuelle. Hein? Il y a une petite switch sur le tableau de bord, il faut que quelqu'un ait pesé dessus. Donc, quelques minutes, à peu près 1 heure après le décollage de l'appareil, quelqu'un a coupé volontairement le transpondeur. Et là, après ça, l'affaire devient, et je le comprends, on la qualifie de la plus grande énigme de l'histoire de l'aviation. L'appareil a changé de trajectoire et est repassé au-dessus de la Malaisie pour finalement tourner et disparaître quelque part dans l'océan Indien, quelque part au-dessus de l'océan Indien. Et donc, depuis, on est sans nouvelles de l'appareil. On sait que dans les mois qui ont suivi, on a trouvé quelques débris, vraiment minimalement, là, un aileron, des petits débris de métal qui ont été retrouvés sur la côte la côte est, de l'Afrique et sur les îles, notamment l'île de la Réunion. Ce qui vient confirmer que l'appareil a dû se cracher quelque part dans l'océan. Mais quels sont les tenants et aboutissants de toute cette histoire-là? Alors là, des gens ont parlé, toutes les théories ont été évoquées. Hein. L'appareil a explosé en vol, l'appareil a été détourné par des terroristes. On a même une théorie du complot qui voudrait que l'avion ait été détourné pour qu'on l'amène sur une île qui appartenait qui est occupée par les services de renseignement de l'armée du gouvernement américain, la NSA. Oui. L'île de Diego Garcia. On aurait amené l'île là parce qu'on voulait s'emparer ou kidnapper quelques individus qui se trouvaient à bord. Qui étaient des scientifiques, c'est ça? Qui étaient des scientifiques, des spécialistes en informatique. Oui, c'est Donc, ça. on aurait enlevé ces gens-là, parce qu'il faut savoir que dans l'île de Diego Garcia, qui est très isolée au milieu de l'océan Indien, cette île de Diego Garcia est en réalité, c'est là que se trouvent les installations, disons, actives du programme Échelon. Le programme Échelon, c'est le programme dénoncé aux États-Unis, ce programme de surveillance de la CIA et de la NSA que Edward Snowden a dénoncé à grands coups de médias. Là. Donc, ce programme Échelon, on sait que les éléments actifs, les installations actives sont sur l'île de Diego Garcia. Donc, on aurait détourné l'appareil pour kidnapper ces scientifiques spécialistes de l'informatique. Mais tout ça, évidemment, c'est un peu beaucoup un gros écran de fumée. Là. Les débris retrouvés au large de l'Afrique, sur les côtes de l'Afrique, indiquent bien que l'appareil s'est craché. Et là où j'en viens avec notre nouvelle, il y a quelques jours, donc, il y avait cette émission 60 Minutes en Australie, et là, on a réuni un groupe d'experts dans le domaine de l'aviation, et tous unanimement arrivent à la conclusion que la disparition de l'appareil ne peut être finalement qu'une opération volontaire, et ces gens-là vont même plus loin. Il s'agit sans aucun doute d'une sorte d'opération de suicide qui aurait été organisée par le pilote, un dénommé Zahri Ahmad Shah. Il faut dire que c'est pas la première fois qu'on l'évoque. On sait que le bonhomme avait quelques petits problèmes financiers. On sait qu'il était un supporter de l'équipe politique, d'un parti politique d'opposition, et qui finalement a été disloqué à peu de temps avant le départ de l'appareil. Donc, ce que ces gens-là soumettent, c'est que la seule hypothèse valable, c'est que ce pilote, dont faut l'avouer, c'est chez lui, on a retrouvé dans ses ordinateurs personnels plusieurs simulations de vol qui montraient comment faire disparaître un avion au-dessus de l'océan Indien. Donc, il faut bien l'avouer, c'est un peu inquiétant. Et ces gens-là, les experts de l'aviation invités à l'émission 60 Minutes racontent que tous ces gens-là, ce qu'ils ont fait, ce que l'avion a fait, la façon dont il s'est détourné, de changer de cap, comment il a suivi exactement la frontière entre la Malaisie et les autres pays là, de cette région-là, du sud de l'Inde, de la Malaisie, comment cet avion-là a volé au-dessus des lignes, des zones frontalières, justement comme pour donner l'impression que à tous les... C'est comme par exemple, il va suivre la frontière entre la Malaisie et la Thaïlande. Mais en étant dans la zone frontière, la Malaisie se dit,
c'est pas à nous de nous en préoccuper parce qu'il est rendu en Thaïlande, et la Thaïlande se dit c'est pas à nous de nous en occuper parce qu'il est rendu en Malaisie. Tu comprends? Donc elles volent exactement dans une zone grise, sous les couvertures radar, et la façon dont l'appareil va disparaître ensuite, pour les experts de l'aviation, eux, il ne fait aucun doute que c'est ce scénario déjà évoqué là, au lendemain de la disparition qui reste le plus viable, le plus vraisemblable. Donc ce Zahari Ahmad Shah aurait volontairement placé l'appareil en décompression, ce qui fait qu'à l'intérieur, tout le monde aurait perdu connaissance, les passagers et également l'équipe du cockpit. Et là, donc, il aurait été seul avec un masque. Il était seul, donc il n'avait pas à se défendre de manière agressive pour prendre le contrôle de l'appareil. Il aurait fait suivre cette trajectoire-là et aurait crashé l'avion dans l'océan Indien. Donc, cette hypothèse-là, déjà évoquée, comme je l'ai mentionné, au lendemain de la disparition, revient à nouveau, refait à nouveau la une des médias à cause de cette position de ces pilotes. Néanmoins, une grande énigme reste présente, c'est que lorsque l'on fait un truc comme celui-là, et en particulier un suicide, très souvent, l'auteur du suicide va laisser une note ou laisser un message. Des explications. Pour dire, voilà, je fais ça et voici mon dernier cri du cœur, ce que je voudrais dire. Dans le cas présent, on n'a rien trouvé de ça. Il n'y a pas un message radio, il n'y a pas un enregistrement. Peut-être pourra-t-on le retrouver si on trouve l'appareil éventuellement, ce qui est de plus en plus peu probable, parce que toutes les recherches jusqu'à maintenant ont échoué, même si depuis le mois de février, une nouvelle équipe américaine était sur place avec des bateaux. On avait déplacé un peu la zone de recherche, mais jusqu'à maintenant, toutes ces recherches-là ont été infructueuses. Et on sait qu'au moment où on se parle, comme déjà les mois ont passé, les balises, les fameuses boîtes noires, on sait que l'avion, lorsqu'il se crache, il y a des balises de transmission qui envoient un signal radio pour aider les équipes de secouristes à retrouver les boîtes noires. Dans le cas présent, le signal est épuisé depuis très longtemps maintenant. Donc, trouver l'épave, ça ne sera certainement pas par ce signal radio qui est épuisé maintenant. Si on trouve l'épave, pourra-t-on retrouver, dépendamment de la profondeur, pourra-t-on récupérer les boîtes noires? Et sur les boîtes noires, on sait que l'une des boîtes noires enregistre les données télémétriques de l'appareil, donc son altitude, sa vitesse, etc., les dernières manœuvres, tout ce qui concerne le système électronique de manipulation de l'appareil, et un autre boîte noire enregistre les conversations de bord. Dans les conversations de bord, peut-être que le pilote a-t-il livré un message qui aurait été enregistré par la boîte noire. Mais ça, essentiellement, si on retrouve les boîtes noires, on aura peut-être cette explication-là. Mais pour l'instant, même si tous les doigts pointent en direction de ce Zahari Ahmad Shah, jusqu'à maintenant, l'homme, malheureusement, s'il est lui l'auteur de cet acte de suicide, disons, collectif involontaire, il n'a pas laissé de message derrière lui qui nous permet de savoir exactement ce qui s'est passé. Pour le commun des mortels, Christian, on regarde des fois des nouvelles scientifiques qui nous parlent d'une planète éloignée qui est située à des années-lumière. Tu te dis, c'est sûr et certain que s'il y a quelque chose qui tombe dans l'océan, on va être capable, surtout de cette grosseur-là, on va être capable de le retrouver rapidement. La réalité, c'est que non, ça fonctionne pas comme ça. Et moi-même, ayant mon brevet de pilote, j'étais persuadé que les satellites, que ce soit des satellites américains ou encore des satellites canadiens, pouvaient suivre les traces de tous les avions qui étaient dans les airs. Je pensais ça naïvement. Oui, en fait, je pense que ça a été une grande révélation pour la plupart des gens qui étaient peu familiers, parce que souvent on entend des gens dire « les satellites, ils couvrent tout, ils voient tout, puis ils peuvent aller chercher une photographie pratiquement de ta plaque numérologique de ta voiture, la plaque d'immatriculation. » Or, la disparition du MH370 nous montre bien que c'est pas tout à fait le cas. Il y a encore des grandes régions de notre planète qui ne sont pas couvertes par une couverture radar de ce type-là. Et dans le cas du MH370, on le voit, l'appareil, après qu'il ait eu quitté les couvertures radar de la Malaisie, on l'a complètement perdu. La seule chose que l'on a, parce que l'on sait maintenant que l'appareil a continué à voler pendant de longues heures avant de disparaître, et si on sait ça, c'est essentiellement que l'appareil a des systèmes intérieurs qui envoie, par exemple, une sorte de pic électromagnétique. Ouais. Alors, c'est pas un système de communication, c'est une sorte de pic électromagnétique qui est envoyé sur une sorte de remise à zéro des systèmes qui se fait, et ça crée une espèce de pic électromagnétique. Or, on a une couverture de satellites qui ont pu détecter ces fameux pics électromagnétiques, ces petites remises à zéro, ils ont pu les capter. Ce qui a permis aux chercheurs
de retracer grosso modo la trajectoire suivie par l'appareil. Mais c'est vraiment, appelons ça, si on était en justice, on appellerait ça une preuve très circonstancielle. Hein? Donc, sur cette preuve circonstancielle, on a une idée de la trajectoire qu'a suivi l'avion, mais c'est vrai que pour la plupart des gens, des néophytes dans les systèmes radars, satellites et autres, je pense que la plupart des gens ont été très surpris de voir qu'on pouvait perdre, le mot est bien placé, on pouvait perdre littéralement un Boeing 777. Et c'est exactement ce qui s'est produit. Jordan. Oui. Est-ce que tu crois que ça va être un jour possible qu'on puisse prendre ta très, très grande mémoire et l'intégrer dans le corps de quelqu'un d'autre? Je pense que 100 ans, je dirais oui. Ouais, t'analyses ça comme ça. Est-ce que tu penses qu'on pourrait prendre ta mémoire telle qu'elle est là, puis la conserver dans un endroit qui ferait en sorte que si t'as une maladie quelconque qui te fait perdre la mémoire, pour ne pas dire l'Alzheimer, exemple, ben est-ce que tu penses qu'on pourrait aller rechercher cette mémoire-là qu'on avait copiée ailleurs, puis te la réintégrer dans ton cerveau? Ça serait un genre de cloud, un genre de nuage. Je pense que oui. Okay. On serait capable. Ouais. Moi, j'aurais pas cru ça possible, mais Christian va peut-être me faire douter. Ouais, en fait, c'est une très grosse nouvelle à caractère scientifique. C'est une étude qui vient d'être publiée, qui a été menée par des biologistes de l'Université de Californie à Los Angeles. Ça a été fait dans un périodique de neurosciences qui s'appelle eNeuro et qui est un peu le périodique de la Société américaine des neurosciences. Et en fait, ce qu'on nous raconte ici, tu t'as bien mis la table, c'est le transfert de la mémoire. Et moi, je me rappelle, quand j'étais adolescent, je dévorais les romans de Bob Moran. Je sais pas si ça te dit quelque chose. Oui. Et dans les romans de Bob Moran, je me rappelle l'un qui avait retenu particulièrement mon intérêt, était un roman qui s'appelait Les voleurs de mémoire. Et dans ce roman-là, donc Bob Moran doit affronter un criminel qui est en fait le résultat d'une expérience menée par un savant fou. Et notre criminel a hérité de la mémoire de 16 savants. Donc, il y a 16 savants dans un seul homme et évidemment, il utilise cette connaissance-là, bien sûr, pour faire le mal. Et Bob Moran, évidemment, doit l'affronter comme son némésis. Évidemment, ça tient du roman de la fiction, c'est de la science-fiction, là. Mais là, on est peut-être en train de franchir cette étape parce que les chercheurs comme je t'ai mentionné, de l'Université de Californie, ce qu'ils ont fait, ils ont réussi à transférer la mémoire d'un escargot. Bon, là, tu vas me dire, un escargot, on est loin de l'être humain. C'est tout à fait vrai. Donc, ce qu'ils ont utilisé, en fait, ce sont des escargots de mer. Rien à voir avec les escargots que tu manges en entrée au restaurant, là. Ce sont des escargots qui sont à peu près gros comme une main, là. Donc, ce sont de très, très grosses limaces. Et ce que l'on a fait, dans un laboratoire, on a conditionné certaines de ces limaces à des petits chocs électriques. Et quand ils étaient donc soumises à un choc électrique, la queue de la limace et tout l'animal elle-même, toute la limace, en fait, se contractait sur elle-même pour se protéger dans sa coquille, hein, dans sa maison qu'elle transporte sur son dos. T'sais. Donc, elle se contractait et cette contraction durait à peu près 1 seconde. Et là, peu à peu, ces animaux-là, on les a conditionnés à ces chocs électriques. Et à partir du moment où on leur envoyait un choc, ou même si le choc était moins puissant, l'animal se contractait et même demeurait contracté plus longtemps. Donc, peu à peu, il a développé ce mécanisme de défense en fonction du choc électrique qu'on lui envoyait. Hein? Et ensuite de ça, à partir de là, on a fait un transfert, hein. Et là, écoute, je vais essayer de rendre ça très, très simple. En fait, on a fait un transfert dans les gènes du noyau, l'ARN. Et l'ARN, c'est l'acide ribonucléique qu'on retrouve dans l'acide. En fait, c'est un acide qu'on retrouve dans le centre du noyau de la cellule nerveuse. Donc, ils ont fait un transfert chez des escargots qui n'avaient pas été conditionnés à ça. Et très rapidement, dès qu'on leur envoyait un premier choc, ces escargots-là ont développé très, très rapidement, de manière, entre guillemets, presque surnaturelle, une réaction rapide à la défense. Et tout ça ne peut s'expliquer que par le transfert de la mémoire. Alors que d'autres escargots, disons, dans une mesure étalon, d'autres escargots n'ont pas réagi de cette manière-là. Donc, on avait un groupe d'escargots chez qui on avait transféré la mémoire du premier groupe, qui
se sont mis rapidement à réagir au choc électrique, alors que le second groupe, lui, a suivi, disons, un sevrage tout à fait normal. Donc, il est clair qu'on a transféré la mémoire du premier groupe vers le deuxième groupe. Donc, c'est une découverte tout à fait extraordinaire. Et ça relance un débat parce que on a l'impression qu'on connaît à peu près tous les mécanismes de notre cerveau, mais il y a encore bien des zones grises. Et l'une des zones grises, c'est où se trouve la mémoire. Dans ton cerveau, on sait bien que quand tu fais appel à certains souvenirs, on connaît quelles sont les parties de ton cerveau qui vont fonctionner en fonction des stimuli, en fonction des souvenirs que tu vas aller puiser. Mais en lui-même, l'image, là, c'est un peu comme si on a un disque dur, mais sur quelle portion du disque dur est placé le souvenir? Et le grand débat scientifique, et certains disaient, le souvenir, c'est quelque chose, en fait, qui se trouve dans les synapses. Les synapses, il faut dire que quand on regarde une cellule nerveuse, les synapses sont un peu comme les filaments qui sont les liaisons qui permettent à ces cellules d'être en contact avec les autres cellules. Donc, on croyait que la mémoire était gardée là, dans les synapses. Et une autre école de pensée disait non, la mémoire doit être gardée quelque part dans ces fameux acides, les acides qu'on appelle ARN, qui est des acides ribonucléiques. Et là, avec ce travail mené par les chercheurs qui ont transféré la mémoire d'un premier groupe de limaces vers un second groupe de limaces en utilisant cet acide, bien évidemment, ça semble donner raison à ceux qui disaient que c'est là que se trouve la mémoire. Et si on a réussi à faire ça, donc, c'est une première percée. À quel point on pourra transférer de véritables souvenirs dans les années à venir. Et ensuite, il n'y a pas seulement que l'idée de la science-fiction. Bien sûr, on rêve à cette idée de pouvoir envoyer notre mémoire quelque part et la récupérer. Mais on sait également qu'il y a toutes sortes de maladies de la mémoire qui sont liées avec l'âge, notamment la maladie d'Alzheimer. Donc, à partir du moment où on connaît de quelle façon va se dégrader les acides ribonucléiques, qui visiblement semblent liés à la mémoire, de quelle façon pourrons-nous à ce moment-là restaurer chez des individus âgés ou renverser le système, les mécanismes qui vont déclencher la maladie d'Alzheimer. Donc, c'est une grande percée. Tout ça peut paraître très technique. On est presque à la porte de la science-fiction, mais de plus en plus maintenant, l'idée de pouvoir transférer la mémoire se rapproche d'une réalité scientifique. Mais est-ce qu'il y a des choses qui se sont transmises d'homme à homme? Tu sais, je sais pas, moi, les hommes des cavernes devaient être anxieux pour prévenir le danger qu'il pouvait y avoir, pour savoir comment réagir dans le cas où ils tombaient face à un chat sauvage ou encore un gros dinosaure. Est-ce qu'il y a quelque chose qui nous a été transmis? Parce que l'anxiété, on l'a encore aujourd'hui, là? Oui, en fait, on a dans notre cerveau ce que les neuroscientifiques appellent le cortex reptilien. Et le cortex reptilien, il semble être un peu le moteur de toutes ces peurs que nous traînons depuis l'aube de l'humanité. Donc, pourquoi est-ce que aujourd'hui dans nos maisons, si toi, par exemple, chez toi, tu es somme toute à l'abri, tu descends au sous-sol chez toi, dès que tu vas te retrouver dans l'obscurité, il y a un mécanisme d'angoisse qui va apparaître. Pourquoi? Tu dis pourtant tu es à l'abri, bon, ben parce que tu ne vois pas bien autour de toi. Et dès que tu ne vois pas bien autour de toi, évidemment, il y a le sentiment de la menace qui peut toujours apparaître. Et les chercheurs vont associer ça à cette menace ancestrale, hein, quand on se trouvait en forêt dans des milieux qui étaient, somme toute, belliqueux, qui étaient dangereux, ben évidemment, il y avait cet élément d'instinct de conservation qui apparaissait, cette idée de menace. Et on le ressent encore aujourd'hui. C'est comme si, de manière génétique, de génération en génération, de civilisation en civilisation, l'homme s'était transmis cette crainte, cette menace de l'obscurité qui est toujours omniprésente chez nous et qui serait quelque part emmagasinée dans ce cortex reptilien. Ça expliquerait pourquoi beaucoup de films d'horreur, ça se passe le soir, la nuit. Ben oui, on en a souvent parlé, comme par exemple, tu sais, c'est sûr qu'à partir du moment où, comme 80% de ce que tu décodes de ton environnement, tu le fais par les yeux, hein, c'est quand même, c'est notre premier outil de réception, hein, ce sont les yeux. Ben évidemment, si tu te prives, tu te fais une privatisation sensorielle, tu
tu élimines ton mécanisme visuel, ben évidemment, ton cerveau va décupler, en fait, ses fantasmes. Hein, le moindre bruit va devenir quelque chose d'inquiétant, une sensation aux côtés de toi devient une menace. C'est donc ton cerveau, comme on dit, là, il pédale, puis il pédale vite, tu sais. Alors, quand tu regardes des situations, par exemple, où les gens, quand on prend, par exemple, des maisons hantées ou des trucs comme ça, bien évidemment, les gens se retrouvent là souvent dans l'obscurité. Il y a une attente, hein. On croit qu'il y a peut-être des fantômes, il y a une attente, il y a peut-être des manifestations qui pourraient se produire. Et là, tu te retrouves dans un environnement où tes yeux ne voient pas très bien parce que c'est l'obscurité, il fait noir. Tout d'un coup, un craquement à gauche, à droite, un bruit, une sensation derrière toi. Et il n'en faut pas davantage pour que tu te mettes à fantasmer et à imaginer que tu es entouré d'entités invisibles qui sont là et qui te menacent dans l'obscurité. Ah, notre imagination nous fait beaucoup travailler. Oui, absolument. Tu veux nous parler... ça, c'est pas nouveau, ça. Hitler a toujours été mort dans son bunker. Pourquoi on se pose la question encore une fois? Oui, tu as tout à fait raison. Donc, c'est une mauvaise, bonne nouvelle, vieille nouvelle, on ne sait plus trop, là, parce que effectivement, il y a toujours cette idée, les théoriciens du complot, on a l'impression que, faut croire que les mythes ont la vie dure, et celui-là en est un. Donc, pour l'histoire, Hitler et sa nouvelle épouse, Eva Braun, se sont suicidés dans le bunker qui se trouvait sous la chancellerie à Berlin. On était le 30 avril 1945. Donc, on sait qu'Eva Braun a mordu dans une capsule de cyanure et l'histoire nous disait qu'Hitler s'était suicidé en mordant d'une capsule de cyanure et en même temps se tirant une balle. Donc, ces informations-là avaient été établies par les proches d'Hitler qui étaient au bunker au moment où il s'est suicidé. Et puis, l'affaire semblait un petit peu réglée. Mais le mythe ou la légende de la survie d'Hitler n'a pas été long à réapparaître. Et en fait, on a un événement qui va alimenter cette controverse qui va durer, qui perdure encore jusqu'à aujourd'hui. Peu de temps, en fait, à l'été de 1945, donc après la chute du Troisième Reich, il y a eu en Allemagne ce qu'on a appelé la réunion de Potsdam. Donc, dans cette réunion se trouvait Staline, le nouveau président américain Harry Truman était là, il y avait également Churchill qui était là. Et Truman demandait à Staline, et je te rappelle que Staline avait pas trop confiance dans ses liens avec les forces alliées, donc il se méfiait des Britanniques, se méfiait des Américains, et Truman demandait à Staline, est-ce qu'on a la preuve que Hitler est mort au bunker? Et Staline s'est amusé à répondre, je suis pas sûr. Et le je suis pas sûr fait qu'encore aujourd'hui, des gens aiment croire qu'Hitler ne serait pas mort au bunker. Lui et certains de ses gardes proches auraient réussi à fuir l'Allemagne. C'est un sosie qui aurait été assassiné à sa place. Lui serait monté à bord d'un sous-marin avec Eva Braun et d'autres de ses milices. Ils auraient gagné ou l'Antarctique, ou ils auraient gagné l'Amérique du Sud, où ils auraient vécu de longues années. Puis certains même vont jusqu'à dire qu'ils auraient même été trouvé refuge sur une base de l'autre côté, installée sur le côté de la face cachée de la Lune. Bon, tu vois à peu près tous les mythes. Il y a même une émission de télé au moment où on se parle, Hunting Hitler, qui en français est Hitler déclassifié, où on suit en fait une espèce d'émission de télé-réalité où des gens sont là, ils se promènent en Amérique du Sud et essaient de nous faire croire qu'ils sont sur la trace d'Hitler, en partant bien sûr du concept que Hitler serait pas mort au bunker en 1945. Et faut pas se le cacher, c'est une hypothèse qui est excessivement comment je pourrais dire, alléchante, extraordinaire pour les amateurs des théories du complot. Mais les faits historiques, malheureusement, vont un peu à l'encontre de ça. Il faut savoir que dès le 5 mai 1945, les hommes du SMERSH, c'était les services de renseignement de l'Armée rouge, eux sont arrivés au bunker et ont trouvé le corps d'Eva Braun et le corps d'Adolf Hitler. Ils ont été transférés, les corps ont été transférés dans une clinique pas tellement loin du bunker. Et là, le médecin, le dentiste, faut dire qu'Hitler avait une très mauvaise dentition, les corps étant en partie carbonisés, mais Hitler avait une très mauvaise dentition et avait eu plusieurs réparations, notamment des ponts orthodontaires. Et ces ponts orthodontaires, évidemment, étaient très particuliers. Et dès que le médecin, le dentiste d'Hitler, son assistant, l'assistante, dès qu'ils ont vu ça, ils ont immédiatement identifié que c'était bel et bien la mâchoire d'Hitler, donc il n'y avait aucun doute. Ils ont également identifié des réparations dentaires sur le corps d'Eva Braun qui prouvaient que c'était bel et bien aussi la dame en question. Donc, tout ça était établi, connu dès mai 1945 par les hommes du SMERSH.
C'est vrai que les services de l'Armée rouge, le KGB et Staline n'ont pas aidé à faire taire la rumeur. Hein. Donc, eux, ils le savaient, mais ils se sont bien plu à laisser courir la rumeur. Il faut savoir également qu'en 1945, immédiatement après la guerre, le MI5, les services de renseignement britanniques, ont mis de l'avant un spécialiste qui est allé en Allemagne, un historien qui a enquêté pour voir si Hitler était mort au bunker. Et la conclusion de cette enquête était que oui, Hitler est mort tel qu'on le racontait. Donc, il s'était suicidé avec une balle dans la tête, bon, etc., etc. Et puis en 1956, une autre commission d'enquête, cette fois-là menée en Allemagne, avait démontré que Hitler s'était bel et bien suicidé au bunker, comme l'histoire le disait. Mais évidemment, c'était pas suffisant pour faire mourir la rumeur, parce que bon, comme je le dis, les légendes et les théories du complot ont souvent la vie dure. Et là, ben voilà, il a fallu une nouvelle enquête. Et là, cette fois, des scientifiques ont eu accès aux mâchoires, parce que jamais, même si on sait que les Russes, parce qu'il faut savoir que les restes d'Hitler et d'Eva Braun avaient d'abord été enterrés dans une résidence, dans une cour, dans la cour arrière d'une résidence qui est occupée par les services de renseignement de l'Armée rouge. Et dans les années 70, on avait fait déterrer les restes. Ils avaient été littéralement détruits, réduits en poussière et jetés dans une rivière pour être bien certain que personne n'utilise les lieux de cette inhumation comme étant des endroits pour faire une espèce de pèlerinage, ce qu'on prend un peu macabre sur le Troisième Reich. Donc on s'était débarrassé de ça. Mais c'est vrai que l'armée russe ont quand même gardé une partie de la mâchoire d'Hitler, dont notamment ces fameux ponts très particuliers. Et jusqu'à maintenant, même si on avait vu des photos, aucun scientifique, chercheur occidental n'avait eu accès à ces reliques. Et là, voilà qu'une équipe de chercheurs françaises a été autorisée pour la première fois à analyser ces fameuses dents, cette partie de mâchoire. Et encore une fois, pour la énième fois, la conclusion reste la même. Ces dents-là sont bel et bien celles d'Adolf Hitler. Il n'y a aucun doute, ce sont celles qui ont été retrouvées au bunker en mai 1945. On connaît toute l'histoire. Donc, et moi, je t'assure que même si là, on en est à la énième fois où on nous dit ça, je serais pas surpris que l'an prochain, on nous sorte une nouvelle émission à la recherche d'Hitler en Antarctique ou à la recherche d'Hitler ailleurs, tu sais. Sur la Lune. Ouais, c'est ça, les mythes ont la vie dure, puis ceux qui ne veulent pas croire, évidemment, vont trouver toutes sortes d'explications. Non, c'était pas les dents d'Hitler, son dentiste en avait fait un double, c'est un sosie, son dentiste a menti, donc tu pourras toujours trouver des éléments comme ceux-là. Mais les faits historiques restent toutefois d'une certitude absolue. Son dentiste a menti. Ouais, c'est ça. Hitler est mort. Son dentiste a menti comme un arracheur de dents. Très bon. Mais quoi qu'il en soit, les faits historiques là, sur le plan académique sont indéniables. Hitler est bel et bien mort. Et en fait, même les chercheurs français ont mis à jour un élément qui était quand même intéressant. Un des ponts orthodentaires de Hitler avait une espèce de réaction chimique qu'on voyait sur le métal. Et cette réaction chimique-là montre, parce que il y avait une sorte de petite zone grise, on se demandait est-ce qu'il a mordu une capsule de cyanure en se tirant une balle ou est-ce qu'il s'est simplement tiré une balle. Cette petite réaction chimique sur un des ponts indique clairement qu'il a mordu dans la capsule de cyanure en se tirant une balle dans la tête. Parce que cette réaction chimique, c'est le cyanure contre le métal qui a fait ça. Donc on connaît au détail près ce qu'il a fait dans cette soirée du 30 avril 1945. Et on termine avec une nouvelle de l'Écosse. Dans quelques semaines, il y a des scientifiques qui vont se déplacer pour retrouver l'ADN de Nessie. En fait, l'ADN de Nessie est un bien grand mot ici. En fait, c'est une nouvelle qui est tout à fait fascinante. On a des chercheurs qui sont en Nouvelle-Zélande. C'est un groupe de chercheurs de l'Université d'Otago en Nouvelle-Zélande. Ces gens-là vont se rendre au Loch Ness au cours du prochain mois et ils vont faire des prélèvements à différents endroits du Loch Ness et à différentes profondeurs. Pour les gens qui nous écoutent, je rappelle que le Loch Ness, c'est ce long lac d'Écosse, en fait comme une longue cicatrice dans le visage de l'Écosse, et où on raconte depuis maintenant 1500 ans que les eaux seraient habitées par une mystérieuse créature lacustre.
Donc, et que les riverains, les habitants ont surnommé amicalement Nessie. Donc là, évidemment, toutes les hypothèses sont sur le plan, sont sur la table. Hein. Est-ce qu'il s'agit d'un survivant de la préhistoire, d'une créature de lac, une créature d'eau qu'on n'a jamais vue, qu'on ne connaît pas, qui a échappé jusqu'à maintenant aux connaissances zoologiques? Quoi qu'il en soit, au fil des ans, et c'est plus vrai, je te dirais, depuis le milieu du 20e siècle. Donc, à partir du moment où on a construit, là, au début des années 1930, une route qui longe la rivière Loch Ness, le lac Loch Ness, plutôt, là, il y a eu une multiplication des observations et on connaît tous les légendes associées à cette histoire de monstre du Loch Ness. Donc là, les scientifiques vont se rendre sur place, vont faire des prélèvements à différents endroits du lac, vont faire des prélèvements à différentes profondeurs également pour déterminer l'ADN biologique, en fait, parce que l'ADN, c'est bien sûr une signature biologique des animaux, de la faune qui compose, en fait, qui vit dans le Loch Ness. L'idée ici, les chercheurs le précisent bien, leur idée n'est pas de déterminer s'il y a un monstre ou non. Il faut savoir que les animaux qui vivent dans le Loch Ness laissent cette signature ADN, soit à travers la peau, hein, parce que bon, évidemment, il y a des particules de peau qui se retrouvent dans l'eau, des plumes, hein, si on parle par exemple d'oiseaux qui vont se poser sur le loch, ben évidemment, ils vont laisser des plumes. Il y a également les écailles des poissons et bien sûr l'urine qu'on va retrouver dans l'eau. Donc, en prenant des échantillons, on va pouvoir déterminer quel est l'ADN des différents animaux, de cette faune aquatique qui compose le Loch Ness. Et l'idée est de tracer un tableau précis des espèces qui vivent dans le Loch Ness. Le monstre ne fait pas partie de ces espèces-là et n'est pas l'objectif de notre équipe de chercheurs. Néanmoins, on ne peut pas parler d'une telle recherche sans évoquer quelque part le monstre du Loch Ness. Et les chercheurs, sur un ton un peu amusant, ont dit, écoutez, s'il y a réellement un monstre dans le Loch Ness, il ne pourra pas échapper à cette analyse. Donc, on attend avec impatience les résultats de ces recherches. Peut-être trouvera-t-on l'ADN d'un animal non répertorié et qui viendra ajouter de l'eau, sans faire un mauvais jeu de mots, qui viendra ajouter de l'eau au moulin de ceux qui croient qu'il y a un animal inconnu qui vit dans les eaux du Loch Ness. Christian Page, pour ce qui est du mois prochain, parce qu'on est le 30 mai, donc mai, juin. À la fin du mois de juin, est-ce que tu donneras une autre conférence à Québec? Non, là, je prends une petite relax pour l'été. Les prochaines conférences vont reprendre au mois de septembre. Parfait. Donc, d'ici là, plus de détails, christianpage.ca. Vous pouvez avoir accès à ses livres. Il écrit dans le Summum. T'as-tu quelque chose à la télé qui s'en vient bientôt? Actuellement, on travaille sur 2 projets. Alors, je peux pas trop en parler, mais probablement d'ici l'été, là, on va avoir une bonne nouvelle pour les gens qui nous écoutent. Merci, Christian. Ça me fait plaisir.